Sans prétention mais admiration, VEV a fait des recherches historiques et touristiques sur l'ex-Villeneuve-le-Roi. L'existence de Villeneuve-sur-Yonne remonte aux origines de l'humanité, puisque l'on y a retrouvé, ainsi que dans les environs, de nombreux vestiges préhistoriques et gallo-romains. L'Yonne s'étalait plus largement et sa faible profondeur permettait de traverser à gué. Côté gauche se trouvait un village isolé réservé aux juifs, lépreux et pestiférés. C'était la ville folle. Avec l'arrivée du pont, elle devint par la suite une commune à part entière. En 1137, premier monument important, le pont, avec ses 16 arches couvrant la largeur de l'Yonne. À l'entrée, une porte qui fermait la ville. La construction de l'église commença en 1163. D'abord appelée Villalonga, c'est sous le règne de Louis VII que Villeneuve prit son allure actuelle. Il décide d'en faire un bourg fortifié autour d'un château avec une muraille solide flanquée de tours et précédée de fossés profonds, des portes fortifiées dont 2 subsistent, ainsi que la tour Louis le Gros. Habitée de façon presque continue par Philippe Auguste et Saint-Louis, la ville resta menacée jusqu'à ce que Louis XI, en 1477, annexe la Bourgogne à la mort de Charles le Téméraire. C'est sous les Républiques que Villeneuve-le-Roi devient Villeneuve-sur-Yonne. Après cette brève préface historique, entrons dans le sujet de ce film. Nous allons visiter Villeneuve. Commençons par le monument le plus important, l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui domine majestueusement la cité. C'est presque une cathédrale. Sa nef est remarquable. On peut y admirer les arcs-boutants du XIIIe siècle, agrémentés de très intéressantes gargouilles. Après avoir admiré la façade Renaissance, découvrons à l'intérieur sa voûte très haute. C'est une des plus lumineuses de France, car elle est pourvue de larges baies vitrées. À côté, dans le latéral droit, se trouve une première chapelle dédiée à Notre-Dame des Vertus, agrémentée d'un très beau vitrail historique qu'un guide sur place pourra vous détailler. En suivant, on trouve la chapelle Saint-Nicolas, représentant la confrérie des gens de rivière, rassemblant pêcheurs, flotteurs et mariniers. Le banc d'œuvre est surmonté d'un grand tableau de mise en croix. En face, nous découvrons la chaire du XVIIIe siècle, ornée des boiseries du XVIe. Nous voici à l'abside, où se trouvent 3 chapelles, assombries par leurs vitraux. Celle de Saint-Joseph, suit celle de la Vierge Marie, la 3e du Sacré-Cœur de Jésus. Au centre, un très bel autel en marbre supportant un magnifique tabernacle. Dans le collatéral gauche, nous trouvons la chapelle Saint-Louis, dédiée ensuite à Sainte Thérèse, avec une statue du Christ au lion. Suit la chapelle des fonts baptismaux. Accolée en suivant, celle du Saint-Sépulcre avec une mise au tombeau attribuée à l'atelier de Jean Goujon avec un Christ en bois. En suivant, la chapelle Sainte-Thérèse et Fatima. Notons également les grands tableaux. Descente de croix, Adoration des bergers, l'Adoration des mages, l'Annonciation, l'Assomption et Marie-Madeleine. Premier monument, le plus important, le pont. Lorsqu'il fut créé, en 1733, il possédait 16 arches et une porte qui marquait l'entrée de la ville.
En 1851, d'importantes modifications ont eu lieu. Ainsi, une seule grande arche remplace les deux autres petites du côté de l'île d'Amour. En 1861, c'est les deux petites arches côté ville qui ne font plus qu'une, permettant de prolonger le chemin de halage et d'éviter le passage des chevaux par les ruelles de la ville. Ceci amena une grande amélioration au niveau de la batellerie. Ce document très ancien nous révèle une île d'Amour absente d'arbres. Et côté Fausse-Rivière, de nombreuses arches, peut-être une dizaine. Et pourtant, actuellement, nous n'en dénombrons que 5. Pour l'alignement de la chaussée, les premières ont été recouvertes et sont enterrées sous la route. En 2005, ce pont de 210 mètres de long subit d'importants travaux qui ont été réalisés par les Monuments de France, lui rendant ainsi tout son éclat d'origine. L'île d'Amour a trouvé toute sa verdure. Découvrons la tour Barbe, qui servit de péage à l'époque où il y avait encore la porte. Très important, on peut aussi observer la croix Saint-Nicolas, offerte par la confrérie des gens de Rivière en 1739. Ce pont est magnifique et vous racontera toute son histoire dans le DVD Le Pont Saint-Nicolas. C'est avec cette carte du XVIIIe siècle, représentant les plans anciens, que nous allons explorer la ville. Cette carte se trouve au premier étage de la porte de Joigny, au musée, dans la salle de l'histoire locale. La porte de Joigny, identique à la porte de Sens, possède 2 tours carrées à l'extérieur et rondes à l'intérieur. C'est un petit châtelet carré flanqué de 4 tourelles d'angle de conception XIIIe siècle. Le corps principal et ses fenestrages à meneaux sont remaniés au XVIe siècle. Cette porte, couverte en toiture d'ardoise, est surmontée de 2 statues d'1 mètre brandissant le glaive protecteur de la ville. Ce lieu a été au XVIIIe siècle et pendant un certain temps la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. Au premier étage, la salle histoire locale. Au second étage, les salles des chevaliers accueillent des expositions. On observe de cette salle l'enfilade de la rue Carnot, très large à la porte de Sens et rétrécie depuis l'église. Le parvis de celle-ci ayant été avancé au XVIe siècle et à la suite d'un incendie en 1594, les maisons ont été reconstruites en alignement avec cette nouvelle façade de l'église. Accolé aux 2 rues Carnot, le musée qui fait la part belle aux artistes régionaux. Sa galerie sud surplombe un jardin aménagé dans les anciens fossés de la ville. Il contient un tour à broyer datant de 1794, remanié dans les années 1992. Un cours d'eau qui traverse ce jardin passe sous la porte. Restant des fossés, on peut admirer un lavoir très pittoresque. De l'autre côté, au 1 rue Carnot, un autre jardin et accoudé à la porte, le bâtiment de l'hôtel du Chapeau Rouge, fort renommé au XVIIIe siècle. D'une porte à l'autre, nous arrivons à la porte de Sens. Le volume est le même, nous retrouvons la tour carrée à l'extérieur et ronde à l'intérieur. Ce document, très ancien, nous présente la face nord. On constate que le haut est différent. Mais ce qui surprend davantage, c'est la présence du pont-levis qui ferme la porte donnant sur les douves. On remarque la découpe des anciennes fortifications qui faisaient le tour de la ville. Elle a supporté le temps grâce à des rénovations successives. Sa façade est imposante, elle apparaît comme une véritable forteresse. Son système de défense médiévale permettait aux archers, placés de biais,
d'être en position et d'atteindre leur cible sans risquer d'être vus par l'ennemi. Ici, les glissières qui permettaient aux deux herses en bois de descendre pour fermer la porte. Si l'ennemi approchait et avait forcé une porte, il était criblé de flèches et d'huile bouillante jetées par les assommoirs. Cette porte accueille régulièrement des expositions d'artistes renommés. Premier étage, salle d'exposition, tomates au sol, poutres, cheminée. En gravissant le second palier, par un escalier très rustique et sinueux, en tomates et bois, nouvelle salle d'exposition. Nous arrivons à présent au niveau de veille pour les archers. Arrivé au troisième palier, c'est-à-dire dans la toiture. C'est une révélation. La magnifique charpente tout en bois, digne des charpentiers du XIIIe siècle. Tout en haut, des deux côtés, la vue est imprenable. Et nous redescendons ces escaliers tortueux pour nous retrouver face à la mairie. Nous sommes sur le balcon qui domine l'ancien mur d'enceinte. Nous avons parlé de la coupe des Courtines, le mur qui entourait la ville. Au sol, nous retrouvons la trace de ce mur qui s'arrête à l'encontre d'un bâtiment. C'est à l'époque de Louis XVI qu'un seigneur de sa cour, Louis-Antoine Ngo, seigneur des Vosges, émit le vœu de se construire une résidence à cet endroit. Il demanda au roi l'autorisation de démolir le mur d'enceinte. Après avoir aplani le rempart, il fit bâtir cette grande demeure aux 95 fenêtres, dont certaines sont condamnées aujourd'hui. C'était une maison bourgeoise qui eut plusieurs propriétaires et subit plusieurs dommages dus aux différentes guerres. Elle servit de salle de classe, de salle de musique et de théâtre. La ville l'a rachetée en 1970 et y a effectué différents travaux de 1975 à 1978. Maintenant, ce bâtiment fait office de mairie. Nous suivons sur ce plan la partie des remparts qui ont été démolis dans le parc de la mairie. Ce qui en reste se trouve à la tour de Rousson, qui marque l'angle nord-ouest de l'enceinte. Seule cette position des remparts subsiste. Elle fut cédée à la ville à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, plusieurs pans de murs s'écroulant, la ville ne conservait que la valeur des fossés. Il ne reste des remparts que quelques vestiges. Nous quittons la tour de Rousson pour nous rendre à la grosse tour appelée injustement la tour Louis le Gros. Si Louis VII a édifié les remparts de la ville, c'est son fils Philippe Auguste qui fit édifier ce donjon dans les années 1210. Les murs de 4 mètres d'épaisseur n'étaient pas vulnérables aux divers projectiles. Entourée de douves, la tour possédait 2 ponts-levis, un côté ville et un sur l'extérieur. L'aménagement intérieur était disposé d'étages successifs desservis par des escaliers à vis. Après les appartements du roi, le 3e étage servait de salle de garde. De 28 mètres, elle est redescendue à 21,50 m. La grosse tour de Villeneuve est bien caractéristique du concept militaire du début du XIIIe siècle. On peut encore y voir les trous de boulins, destinés à supporter les plans inclinés de bois qui s'enroulaient autour du parement extérieur. Le choix de l'emplacement du donjon, stratégique, répondait à la surveillance pour le poste de guet vers Lot et la Champagne. Derrière le donjon, et tout de suite dans l'enceinte de la ville, se trouvait le quartier des Salles, c'est-à-dire du palais
où se trouvait la suite royale. Elle contenait une chapelle édifiée en 1285. Pour se rendre à l'église, le roi empruntait la rue des Salles et la rue du Grand Four actuelle. Il s'avère que l'église est agrémentée de nombreuses gargouilles plus ou moins grimaçantes. Mais là, face au roi, nous découvrons une femme assise sur son pot. Curieux comme accueil, non ? Nous avons pu voir, à côté du donjon royal, une petite tour. Eh bien, celle-ci n'existe plus. Par contre, en redescendant en direction de la porte de Sens, il reste une tour appelée la Tourolière ou tour du sorcier selon les époques. Son sommet était envahi par la végétation. On peut remarquer son parement très simple en blocage de silex. En 2007, elle a été restaurée par les compagnons qui l'ont agrémentée d'une toiture demi-cylindrique. Elle est maintenant coiffée d'une girouette représentant un sorcier. Nous poursuivons nos découvertes de tours avec, plus à l'est, la tour Roland. Nous retrouvons dans le musée de la Porte de Joigny une esquisse. Il ne reste que la base, car dessus a été construite une maison belle époque à 4 pans. Cette tour suivante que nous retrouvons sur la vieille carte n'a pas de nom. Elle se situe dans l'enceinte de l'école primaire, près de la porte de Joigny. Dernière présentation sur la carte, nous voici à la dernière tour, qui, à l'opposé de la tour de Rousson, se trouve sur les bords de l'Yonne en amont. C'est la tour Bonneville, du nom de ses propriétaires actuels. Elle a été reconstruite en briques en gardant sa forme arrondie. On peut observer à sa base les glissières en acier sur lesquelles, pour ne pas abîmer la maçonnerie, frottaient les câbles des chalands à traction animale qui jadis parcouraient la rivière et qui, en raison de la courbe et de l'instance trafic, lui ont laissé de profondes entailles. De l'intérieur, on a une vue magnifique sur l'Yonne en amont et sur le pont restauré en aval. Après avoir vu les reliques de Villeneuve-le-Roi, explorons la partie comblée où se trouvaient les douves, appelées maintenant les promenades sur 1 km 900. Nous commençons en partant de la tour Bonneville, là où se trouve le monument d'Émile Pénaud, enfant de Villeneuve. Statuaire et prix de Rome en 1880, officier de la Légion d'honneur, professeur à l'École nationale des beaux-arts, né en 1850 et mort en 1932. En parcourant cette partie de promenade, nous arrivons à la porte de Joigny. Nous retrouvons là une autre statue d'Émile Pénaud. C'est le monument aux morts de 1914-1918. À quelques pas de la porte de Joigny, nous découvrons une petite tour carrée. D'après certains de nos historiens, il s'agirait d'une tour de guet. En continuant notre chemin, et après la tour Roland, se trouve un lavoir encore en service il y a quelques années. Il a été restauré par la municipalité qui en a fait un hall d'exposition pour photos. En ressortant, nous avons la surprise de voir des restants de remparts. Ils concernent la porte Rampillon qui fermait la rue du Puy d'Amour. Curieusement, en suivant, les fossés ont été comblés et aménagés en jardin que la ville loue aux riverains. Ce document date de 1893. Il s'agissait de la porte de Valprofonde. Poursuivant, mais sur la droite, se trouve le collège Chateaubriand. Ensuite se trouve la Cité de l'Enfance,
tout pour les bambins, de la crèche à l'avant-maternelle. Nous nous trouvons sur le domaine d'un ancien prieuré des sœurs franciscaines de Bourges, que la commune a racheté pour refaire cette crèche et un restaurant scolaire. L'ancienne demeure des sœurs est devenue le centre aéré. Ce site permet aussi des manifestations comme la fête de la petite enfance. Cette poursuite des promenades nous amène dans le faubourg Saint-Nicolas et à la route venant de Paris. L'accès de la Nationale 6 se fait par une bretelle qui deviendra, dans quelque temps, un rond-point. Ce faubourg Saint-Nicolas est voué au service public. Un pépiniériste sur 1 hectare, 3000 m² de serre, c'est à lui que nous devons le fleurissement de la ville. À côté se situe un supermarché casino pourvu d'un vaste parking. Dans le même périmètre se trouvent la gendarmerie et la caserne des sapeurs-pompiers. Le faubourg Saint-Nicolas possédait une église qui, vendue à la Révolution, a été transformée en une maison bourgeoise flanquée de 2 tourelles. Il ne reste comme souvenir que ce morceau de plaque de Saint-Nicolas. Nous allons visiter le centre ancien de la ville et la rue Carnot, qui relie la porte de Sens à la porte de Joigny. Tout de suite, sur la gauche, se trouve l'école privée Notre-Dame. Sur la droite, un grand bâtiment, l'hôpital. Créé en 1208, c'était la Maison Dieu pour le service des malades pauvres. Il prit du développement en 1364 grâce aux donations d'Étienne Beaujard. Les bâtiments de façade actuelle ont été reconstruits dans les années 1720-1730 avec l'aide de l'abbé Asfeld, ardent théologien. Il entretint la communauté des filles pieuses sous l'Empire. Les sœurs dominicaines, hospitalières et enseignantes, prirent la direction de cet hôpital. Villeneuve a connu récemment d'importants travaux d'hospitalisation. Cet hôpital a pour spécificité de s'occuper des personnes âgées. Il contient 300 lits et comprend 227 professionnels, 120 personnes détachées au réseau géontologique, soins à domicile, livraison de repas, maison de retraite et orientation des différents services comme l'unité Alzheimer, beaucoup de prestations de services. Jouxtant à l'hôpital se trouve la Maison Rouge, dépendance de l'abbaye cistercienne des Écharlis, vendue comme bien national en 1791. Elle servit un temps de relais de poste, mais ne présente plus aujourd'hui de traces de son origine, bien qu'elle conserve une admirable charpente cistercienne. Au coin de la rue de Valprofonde, le carreau de la Clé, occupé par un forgeron, la Clé était la girouette, enseigne des compagnons charpentiers. Ils avaient réalisé cette lucarne guitare établie sur pan coupé où l'on peut lire UVGT, Union, Vertu, Génie, Travail. Elle a été restaurée en 2009. Accolée à la maison du forgeron se trouve l'hôtel des 5 matelots. Une maison à colombage et encorbellement datant du XVIe siècle. Selon une légende, cette auberge des 5 matelots était gérée par les mères qui maternaient les jeunes compagnons, nourriture et blanchiment. Nous sommes au 56 rue Carnot. C'est la maison où vécut le docteur Petiot. Très bon médecin à ses débuts, puisqu'il soignait même gratuitement les pauvres gens, mais qui, après avoir été maire de Villeneuve, a fini comme un assassin. De l'autre côté, au 43, se trouvait la capitainerie de la batellerie. C'est de là que partaient les ordres du commerce par voie d'eau. On retrouve sur les balcons les ferronneries du XVIIIe siècle.
Accolée au 41 est située la maison aux 7 têtes, dont la noble façade du début XVIIIe siècle présente le riche décor des demeures villeneuviennes. Il s'agit d'un ancien relais de poste. Sur la façade figurent les 7 têtes, divinités mythologiques. Mercure, Flore, Cérès, Bacchus, Pluton, Neptune, Jupiter. Poursuivant à l'opposé et jouxtant à l'église, nous voici place de la Résistance. Au centre se trouve la fontaine Briard, une nouvelle œuvre d'Émile Penaud. Cette fontaine monumentale, réalisée en 1882 grâce aux dons généreux de Monsieur et Madame Briard, ne fut mise en eau qu'en 1906. Elle représente une allégorie de la ville entre les paniers de vendange des vignerons et le gouvernail des mariniers. Cela rappelle les activités traditionnelles de notre ville. Derrière l'église se trouve la place de la République, aménagée en parking. C'est de là que commence la rue du Commerce, aux rues des Juifs. C'était le lieu où ils étaient tolérés. À mi-hauteur se trouve la place du marché avec, sur sa gauche, l'école Paul Bert. Sur cette place et dans la rue du Commerce s'étend l'important marché du vendredi. L'emplacement de cette halle a été le couvent des sœurs bénédictines au XVIIIe siècle. Le marché, couvert, a été reconstruit tel qu'il est actuellement par un Villeneuveien, M. Séguel de Boisseron. Mais revenons rue Carnot. Face à l'église, au 25, se trouve l'ancienne mairie. C'est en 1837 que fut établi l'ancien bailliage royal et son auditoire. Un petit théâtre d'esprit Napoléon III fut aménagé dans les années 1880. Il faut noter le plafond réalisé par le peintre Passemin. Depuis 1978, il est resté l'un des lieux privilégiés de la vie associative. À la suite d'un bombardement, en juin 1940, de l'ancien bâtiment de justice de paix, un parking nommé Louis VII a été aménagé. On peut voir dans le fond les colombages de la propriété du moraliste Joseph Joubert. Ce grand bâtiment, autour de la cour intérieure, a conservé les aménagements de l'époque du Premier Empire. Joubert était un grand philosophe qui fréquentait les gens célèbres de l'époque comme son grand ami Chateaubriand, grand écrivain et qui méditait sur le banc de pierre situé devant la grosse tour. On trouve toujours aujourd'hui, dans la rue du Pont et à l'entrée de sa maison, la plaque commémorative de ce grand homme. C'est au numéro 12 de la rue Carnot que nous découvrons l'hôtel du Dauphin. Il conserve un très beau portail Renaissance. Il doit son nom au passage du Dauphin de France, fils de Louis XV, père de Louis XVI. En face, des éléments de documents sculptés de cette époque ont été réemployés dans une façade du siècle dernier. À l'opposé se trouvait, au coin de la rue de la Commanderie, l'ancien bureau du syndicat d'initiative, devenu salle d'exposition. Dans cette rue, où se tient l'école élémentaire Joubert, se trouvait une commanderie de moines hospitaliers. Sur le mur de l'école, on remarque une plaque commémorant le souvenir de Jean Puissant. Il s'agit d'un instituteur arrêté en pleine classe et arraché à ses élèves pour être déporté à Buchenwald. On retrouve dans le petit square où se trouve le moulin à broyer le témoignage de Jean Puissant qui a donné son nom à ce jardin. Dans la rue Bertrand se trouve la bibliothèque et l'école de danse.
Nous voyons Georges Semprin, écrivain et résistant, qui a donné son nom à la bibliothèque. Au-dessus se trouve l'école de danse. Si la ville est loin du Moyen-Âge, il n'en reste pas moins le souvenir d'un riche passé, avec les maisons à colombage qui restent au patrimoine. C'est dans cette dernière que l'on trouve la salle de réunion des associations. Au-delà de la rue Carnot, nous voici dans le faubourg Saint-Savinien. Un deuxième monument aux morts commémore la guerre de 1870. À côté, le cimetière spacieux et bien ordonné. Mais il ne reste aucune trace d'une église située dans son périmètre. En face, le relais des chevaux. Il s'agissait du plus important relais de poste. Cette propriété est célèbre pour avoir accueilli, dans les années 1897, de nombreux artistes de l'époque. Acheté en 1893 par Thaddée et Missia Nathanson, propriétaires et animateurs de la Revue Blanche à Paris. Ils ont reçu à Villeneuve leurs amis artistes peintres comme Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Valenton, Roussel, Vuillard et Bonnard. Un temps, le relais a appartenu à l'écrivain Bernard Clavel. Un complexe sportif se trouve derrière le cimetière. C'est le centre sportif Émile Chicane, inauguré en mai 1972. À côté de celui-ci se trouve le stade Petit-Pied, équipé comme un stade de compétition. Faisant suite, nous arrivons à la salle des fêtes ou salle polyvalente. Le faubourg Saint-Savinien est très étendu dans le sud de la ville. C'est exclusivement des pavillons appartenant aux résidents locaux. Nous allons, si vous le voulez bien, traverser Lyon pour nous retrouver cette fois-ci dans le faubourg Saint-Laurent. Longtemps rivale, c'est devenu une ville neuve. Créée par les archevêques de Sens en 1175, c'est au 7 de la rue principale que se trouvait la résidence des chanoines. C'est en 1210 que fut fondée la collégiale de Saint-Laurent. Ancienne église, cette maison a été reconstruite en 1910. Ce faubourg avait son administration, son bailliage, son hôtel-dieu et même son cimetière. La gare est un vecteur important de la ligne qui part de Paris pour se rendre dans le Midi. Tant pour les marchandises que pour les voyageurs. Au-delà, nous arrivons dans le secteur des Sables Rouges. Le centre Marc Gentilini, c'est un foyer d'accueil médicalisé. Nous passons actuellement au centre des Sables Rouges. Nous arrivons ensuite à la zone industrielle qui est la zone industrielle de Villeneuve. Dans Villeneuve-sur-Yonne, il y a Lyon, et ce n'est pas l'élément le moins important. En revenant à des temps très anciens, Lyon s'écoulait librement. Les bûcherons du Morvan y déposaient leurs billes de bois qui s'écoulaient par flottage jusqu'à Paris. C'est peu de temps après que sont apparus les coches d'eau. Ils ont permis le transport de passagers vers la capitale. C'est vers 1786 que l'on a mis en place les écluses régulant le débit du fleuve avec ses 26 écluses sur 108 km.
Une écluse mesure 96 mètres de long et 8 mètres de large. Lyon, qui à l'état sauvage s'étalait dans le faubourg Saint-Laurent, s'est retrouvée réduite en largeur et augmentée en profondeur, explique la disparition des arches du pont. Cela a amené l'avènement de la batellerie avec le transport par péniche, suivi par le tourisme et les bateaux de croisière. Le chemin de fer, lui, n'arrivera qu'en 1830. Aujourd'hui, Lyon révèle tout son attrait avec son club de voile, tous les plaisirs aquatiques, planche à voile et la baignade. Derrière la plage se trouve le terrain de camping du Saucy, pourvu de mobil-home et de l'aménagement fonctionnel. C'est dans un cadre agréable que les caravaniers et campeurs pourront profiter de l'attrait de Villeneuve-sur-Yonne. Pour rester dans le tourisme, allons jeter un coup d'œil au port de Plaisance. C'est comme un garage pour les bateaux. Réparation, gardiennage, tout pour les navigants. Une autre richesse de notre cours d'eau est sa faune. Le plaisir de voir évoluer les bébés canards qui, devenant adultes, seront nourris par les promeneurs et leurs enfants. La joie aussi de voir de jeunes cygnes âprement protégés par leurs parents. Lyon, c'est aussi la pêche, presque un sport local. D'ailleurs, de nombreux concours sont organisés par la fédération. C'est dans les années 1900 que se sont instaurées les sociétés de pêche qui assurent le renouvellement de la faune aquatique. Il existe, pour les jeunes adeptes, une école de pêche. Les enfants sont initiés à cette pratique encadrée par des moniteurs aguerris et bénévoles. En aval du barrage se trouvent des plans d'eau, anciennes sablières, où les pêcheurs, en toute quiétude et dans un cadre verdoyant, s'adonnent à leur passion. Dans l'étang Louis Comte, fondateur de la Fédération de pêche, ont lieu des concours très cotés. Ainsi s'écoule le temps, et Lyon peut admirer les riverains qui la contemplent. Une résidence née dans les années 2005 profite de ce ruban d'eau tranquille qui invite à la quiétude. À côté se trouve la résidence des Rives de Lyon, maison de retraite médicalisée qui est la succursale de l'hôpital. Là, les personnes âgées profitent de ce cadre plein de sérénité. En suivant le courant, nous passons par ce qui était le quai du commerce, jadis réservé aux transactions navigables. Pourquoi ces bornes et barres de fer qui longent la rive? Eh bien, cela évitait aux câbles qui allaient de la péniche au mulet de traîner par terre et de se prendre dans les anneaux et bites d'amarrage. Remplaçant avantageusement la grosse porte en pierre qui fermait la ville, se trouve le bistrot, restaurant avec sa terrasse dominant le pont. Côté aval, la Lucarne aux Chouettes, restaurant appartenant à la vedette Leslie Caron. Suivant le courant, une aire de repos, le square André Verlet, un ancien maire. Nous cheminons par le quai Roland-Bognon, qui nous amène à côté de l'écluse à la maison de la jeunesse. Stéphane, haut responsable, va tout nous expliquer. Ah, ça correspond 8-16 ans en fait. C'est ça, Et aujourd'hui, on va faire de l'acrobranche. c'est ça. Donc à Saint-Fargeau, on va grimper dans les arbres toute la journée. Ça, Voilà. bien. Oui, on ne fait pas que ça d'ailleurs. Alors il y a un point d'information jeunesse qui nous sert en fait à renseigner les jeunes de 10 à 25 ans, de 15 à 25 ans. Les loisirs, l'emploi, le logement, tous les sujets qui peuvent les concerner.
On a un service d'information à la vie associative aussi, donc, qui permet de créer une association, soit de prodiguer des conseils pour les responsables d'associations. Voilà. Aussi, on a une salle de quartier sur le quartier des Sables Rouges, ou alors là on fait de l'aide aux devoirs, et puis des activités aussi pour les enfants. Donc là c'est plus pour les plus jeunes. Voilà. Et je dirais c'est pas réservé exclusivement aux jeunes des quartiers des Sables Rouges, mais bon, c'est de l'accueil local, quoi. Donc ça touche essentiellement des jeunes des Sables Rouges. Voilà. Alors qu'ici c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Merci Stéphane. Mais de rien, merci Daniel. Toujours au gré du courant et en suivant la berge, nous arrivons à la base de loisirs où se trouve un restaurant. Dans un cadre champêtre, avec des activités de vacances, golf miniature, vélo de plage et tout pour se détendre. L'eau coule comme le temps. Villeneuve en vidéo se devait en priorité de réaliser un film sur la ville, qu'il représente et qu'il aime. Cette ville au siècle passé médiéval restera toujours une merveille pour les caméras.